content de vous voir si nombreux ici à la première projection, à l'ouverture de la reprise du festival à l'Est du Nouveau, où pour certains vous connaissez Markéta Orlowskova, qui est l'âme fondatrice de ce festival et l'âme du cinéma de l'Est en France, et pas seulement en France. Donc le centre tchèque est extrêmement heureux de vous accueillir ici pendant quelques jours et nous vous invitons donc à venir régulièrement voir tous ces films qu'on voit difficilement en France, ou en tout cas dans les circuits tout à fait normaux. Bien, Markéta, à toi. Merci Michal. Je voudrais donc remercier extrêmement au Centre culturel tchèque de nous avoir accueillis ici, parce que c'est notre première à Paris. Le festival à l'Est du Nouveau existe déjà depuis 2002. Cette année, c'est notre 10e anniversaire. Donc, vous voyez que ça ne colle pas. Il y a 3 années qui ne colle pas. C'est parce que le festival est dans une instabilité financière. Et il y a 3 années où le festival n'a pas pu avoir lieu. Et nous sommes donc dans la recherche de l'expansion, dans la recherche de comment faire vivre ce cinéma de l'Est en France et de pouvoir pouvoir vous accueillir ici à Paris. La plateforme qui nous est offerte par le Centre tchèque est extrêmement importante pour nous parce que nous pensons que nous pouvons toucher un public qui n'est pas dans notre ville d'origine, c'est-à-dire à Rouen. Et donc, c'est un réseau de cinéphiles et de connaisseurs ou de gens curieux de l'Est que nous espérons toucher à travers aussi l'aide de l'Institut tchèque. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra reconduire régulièrement et élargir ce festival aussi sur le public à Paris. Donc le festival à l'Est du Nouveau, pour encore résumer, c'est l'unique festival en France qui programme que des films de l'Est. Nous sommes aussi les seuls à avoir une vraie compétition tous les ans, des films qui sont inédits, que nous allons chercher dans les festivals à Cannes, à Venise, à Karlovy Vary, à Berlin. Nous cherchons des films qui ont été sélectionnés ou même primés dans ces festivals et qui ne sortent pas forcément, comme Michal a dit, dans le circuit d'exploitation cinématographique en France. Nous avons aussi quelques sections parallèles. Cette année, c'était justement une section qui s'appelait Off the Wall, que nous avons rebaptisée en France À bas le mur. C'est une section qui a été dédiée au 25e anniversaire de Chute du mur, et vraiment de chute des régimes totalitaires partout à l'Est. Nous avons sélectionné un certain nombre de films ensemble avec 5 autres festivals en Europe. Ils sont en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Estonie, en Finlande. Et ensemble avec ces festivals, nous avons décidé de créer cette programmation pour montrer tout particulièrement aux spectateurs de l'Ouest les nouveaux talents, les jeunes réalisateurs qui sont nés dans les années 70 dans les pays de l'Europe de l'Est, mais qui ont déjà créé leurs premiers films dans les sociétés démocratiques. Et dans ces films, ils font parfois justement allusion à ce passé, ils travaillent avec leur langage particulier, avec des sujets qui sont liés à cette chute du mur proprement dit ou même aussi imagé. Le film que nous avons choisi pour ce soir, Lapin à la berlinoise, est un de ces films qui font partie de cette sélection Off the Wall, et qui parle très concrètement de murs, mais avec une codification totalement détournée. Vous allez voir un espèce de documentaire animalier qui ne l'est pas vraiment. Je vais vous le laisser découvrir tout à l'heure. Mais pour terminer sur le festival, nous montrons également des films pour jeune public. Cette année, nous avons montré 2 films qui ont été distribués en France par Malavida. C'est une société de distribution qui est notre partenaire.
nous avons montré un film pour les enfants qui s'appelle Minopolska, qui est une sélection d'animation pour les enfants. Et le deuxième film que nous avons montré, c'était La magie de Karel Zeman, qui sortira dans pas très longtemps. Vous pouvez voir aussi des dépliants de cette société ici. Il est sorti ces jours-ci, je pense. Je l'ai vu. La magie de Karel Zeman. Le mois dernier. Voilà. Donc nous essayons de toucher vraiment un public divers, des jeunes, des enfants. Nous faisons aussi tous les années une rétrospective. L'année dernière, c'était Istvan Sabo. Cette année, nous avons fait une section tout particulière qui est dédiée aux réalisateurs sortis de l'école de cinéma FAMU, que nous allons également avoir ici pour la clôture. Nous allons montrer un film qui s'appelle Totalitarian Talking. Et nous allons accueillir une délégation de 6 réalisateurs et étudiants de l'école de cinéma de Prague. Donc voilà, le programme est très varié. Vous pouvez regarder dans cette brochure tous les films en détail. Après, à Paris, ici, ce n'est pas un vrai cinéma, comme vous le voyez. Nous ne pouvons pas donc diffuser des films DCP, des copies numériques. Nous devons faire la programmation avec ce qui est disponible, souvent les DVD. Donc, nous avons voté pour des films qui n'ont pas été dans la sélection officielle. C'est plutôt un choix par obligation. Mais ce soir, vous allez donc voir un film polonais. Cette soirée est parrainée par l'Institut polonais qui offre également un buffet de spécialités polonaises à la fin de cette projection. Demain, nous allons faire une soirée slovaque autour d'un film qui s'appelle Le Candidat, qui va être présenté en présence de son réalisateur Jonas Karasek et aussi le chef opérateur qui vient directement de Bratislava pour vous rencontrer. Mercredi, ça va être un patchwork de films, de courts-métrages qui nous viendront de Kosovo, de Roumanie. Il y aura un certain nombre de films slovaques. Et donc après on fait une pause parce que c'est le pont, c'est Cannes, c'est des jours fériés et nous reviendrons dans la salle Janáček le 20 mai avec une soirée spéciale Ukraine en coopération avec l'association Les Perspectives Ukrainiennes. Nous sommes allés chercher des films des étudiants de l'école de cinéma et télévision à Kiev. C'est un collectif qui s'appelle Babylon 13 et les étudiants de cette école ont tourné des films documentaires sur ce qui se passe sur la place Maïdan, sur la société ukrainienne, et nous allons accueillir parmi nous des représentants de certaines associations de société civile ukrainienne en France, des associations humanitaires, ainsi que des spécialistes de la question pour pouvoir montrer les films, débattre ensuite de la situation, comment elle est vue par les Ukrainiens. Et comme je dis, le 21, pour la clôture, nous allons montrer un film tchèque et accueillir des étudiants de la FAMU, et nous allons faire une petite fête qui se prolongera dans un bar juste à côté d'ici. Voilà. Donc c'est pour ma part, pour ma présentation. Pour ce soir, comme le film dure 50 minutes, nous avons choisi 51 minutes. Nous avons choisi donc aussi accueillir parmi nous Jean-Yves Potel, qui est un ami du festival qui nous suit depuis un certain temps et qui est spécialiste de la Pologne, qui est écrivain universitaire. Et j'ai l'honneur de l'accueillir parmi nous ce soir et vous proposer aussi à la suite de ce film, si vous avez des questions autour de la Pologne ou des choses qui vous intéresseront par rapport au film, nous pourrons faire une petite séance de questions-réponses
soit avec le public, soit autour d'un verre. Et comme c'est une soirée polonaise, je voudrais aussi accueillir avec nous Agata Bielicka, qui est une distributrice proche de nous, de la société de distribution à l'Ouest, qui sortira dans pas très longtemps un DVD très intéressant dont le festival à l'Est du Nouveau est partenaire. Et j'aimerais inviter Agatha de me rejoindre ici pour dire quelques mots sur ce film très intéressant que nous avons découvert il y a 2 ans, que nous avons montré à Rouen dans une des sélections spéciales. Et donc nous nous réjouissons que ce film a trouvé un soutien en France et qu'il va sortir en DVD. Peut-être que tu pourras nous dire quelque chose sur qu'est-ce que c'est comme film. Alors je veux aussi remercier particulièrement l'Est du Nouveau qui est justement partenaire de la sortie DVD. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, parce qu'elle a été projetée donc, dans le cadre du festival en 2013. Alors c'est un film qui nous fait découvrir l'âge d'or du cinéma polonais des années 70 à travers des archives, des extraits de films cultes et des entretiens avec les grands cinéastes polonais qui nous révèlent en fait les rouages du fonctionnement de ce système-là de la cinématographie d'État à cette époque-là. Alors nous avons décidé de lui consacrer une édition DVD puisque le film n'est pas sorti en fait en salle et nous l'avons trouvé particulièrement intéressant et important. Donc nous avons voulu qu'il rencontre un public plus large. Et donc le DVD sera dans les packs le 20 juin prochain. Et il sera accompagné de nombreux bonus avec lesquels nous avons en fait voulu approfondir certaines questions comme le fonctionnement et les limites des commissions de censure, le fonctionnement de la propagande de la télévision publique. Mais vous y trouverez aussi des archives inédites dans par exemple une archive qui nous montre Krzysztof Kieślowski, jeune, qui prend la parole face à la direction de la télévision pour défendre un cinéma engagé. Voilà, donc, nous y avons consacré beaucoup de travail et je vous invite du coup à mener votre propre investigation en vous procurant des... Voilà. Merci beaucoup Agatha. Et avant de vous souhaiter bonne projection, on a une petite surprise pour vous. On voulait vous remercier que vous êtes venus aussi nombreux et on a placé sur 2 sièges ici 2 DVD de nos partenaires Maralida. Donc je vous invite, je ne sais pas où est-ce que mes collègues les ont mis, mais si vous touchez votre siège là-bas. Il y en a 2. Je ne sais pas. On pourrait peut-être chercher aussi. Donc nous félicitons vous allez peut-être et maintenant voilà, vous allez voir le film de Konopka, Lapin à la berlinoise, un film polonais de 2010 qui a reçu de nombreux prix et a été notamment candidat pour la Pologne aux Oscars en 2010. Et je vous souhaite une bonne projection. On se retrouve après. Il va y avoir donc là une négociation, mais pendant qu'il y a cette négociation chez les Polonais et chez les Hongrois, chez les Tchèques, on cogne. Et Havel va par exemple se faire arrêter encore quelques semaines avant. Il y aura la plus grande répression qui sera celle au moment de l'affaire Palak, enfin des manifestations pour Palak qui vont avoir lieu au début de l'année, et où Havel va être arrêté et beaucoup d'autres.
Et ensuite, il va y avoir toute une série de gens qui vont être arrêtés, inquiétés des manifestations qui vont être avec l'intervention de la police. Et tout ça, avec en même temps le développement de la crise tout autour, va faire qu'il y aura ce qu'on a appelé la révolution de velours, c'est-à-dire qu'après ça va continuer. Mais en fait, la deuxième phase, ça a commencé les Allemands, les Tchèques, et à la fin, il y aura les Hongrois, et les Roumains. Et avant, il y avait eu les Polonais et les Hongrois. C'est un enchaînement, d'ailleurs c'est très intéressant d'étudier cet enchaînement, parce qu'en lui-même, ça dépend bien sûr du fait que l'emprise de l'Union soviétique et la menace de l'Union soviétique est de moins en moins importante. Gorbatchev a décidé de ne pas intervenir, mais le rythme de cet éclatement, le rythme de l'effondrement, est en grande partie lié à la nature de ce qui se passe dans les pays mêmes et la nature des oppositions dans ces pays. Et donc les premiers qui vont ouvrir, ce sont les Polonais, où il y a effectivement un puissant mouvement qui existe, même s'il a été en grande partie déstructuré, qui est autour de Solidarność. Il va y avoir des élections. Après, il va y avoir les Hongrois, où il y a une opposition hongroise qui est aussi, elle, qui depuis à peu près plusieurs années, enfin depuis le début des années 80, a un rôle de plus en plus important. Et ensuite, vous avez les Tchèques et les Allemands, et après les Roumains, ce sont les pays où les oppositions sont les plus faibles du fait de la répression qu'il y avait eu. Par exemple, en Tchécoslovaquie, c'était la Tchécoslovaquie à l'époque, le mouvement commence, il y a un mouvement à la fois du côté tchèque, mais aussi un mouvement chez les Slovaques, qui est un mouvement essentiellement écologiste, et ce mouvement-là est un mouvement qui est beaucoup moins puissant au départ, même la charte 77, dans la mesure où il y avait eu une répression terrible qui avait été faite après le printemps de Prague, dans les années 70, qui fait qu'il y avait une déstructuration beaucoup plus forte de la société. Alors que les Hongrois, par exemple, qui avaient connu une très grande répression en 1956, il y avait une génération qui était réapparue, et donc ceux qui se sont révoltés en 89, c'était les enfants de ceux qui avaient été réprimés en 1956. Donc il y a comme ça des enchaînements qui sont liés à la nature des oppositions telles qu'elles se sont exprimées, en gros depuis le milieu des années 70, puisque c'est à ce moment-là que commencent tous les mouvements qui vont avoir lieu en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, et même un petit peu en Roumanie. Dès cette époque-là, il y a des mouvements des protestations, des individus et puis alors, il y a d'autres endroits où c'est plus complexe, comme la Yougoslavie, comme ce qui va se passer en Russie. Ça. Donc là, on est au cœur de ce mouvement. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça, vous connaissez ça très bien. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques? Je crois que c'est intéressant aussi du point de vue du cinéma, ce film. Parce que il y a on nous a parlé tout à l'heure de ce film d'Anna Czeklanska qui est très intéressant sur le cinéma polonais. Il y a une école de cinéma polonaise, de fiction et de documentaire, qui est tout à fait particulière. Et ce film, d'ailleurs, dont elle nous a parlé tout à l'heure, est un film qui est consacré à cette génération, notamment de documentaristes, et pas que de documentaristes, qui vont réussir, dans le contexte du système communiste, de faire un cinéma documentaire de très grande qualité, et qui vont apprendre à détourner, par exemple, une chose essentielle. Si vous voulez, dans la période communiste, on faisait des documentaires qui n'étaient pas des documentaires, les actualités. C'est-à-dire qu'on faisait, par exemple, des actualités sur comment on travaille les gens dans les usines, c'était des fictions de propagande. Et donc, les documentaristes ont commencé à détourner ce système et à scénariser, quand même, tout en scénarisant le documentaire, ils arrivent à faire passer un certain nombre de choses. Et ce film, c'est assez intéressant parce que c'est à la fois un film documentaire et un film de fiction. C'est une histoire qui vous raconte l'histoire des lapins, et en même temps, vous avez, donc en plus c'est une histoire à plusieurs tiroirs, à plusieurs fronts, et en même temps, vous avez, c'est tourné quasiment comme un documentaire, puisque c'est quasiment des montages de films d'archives. Donc et ça, c'est typique de cette école de documentariste qui existe en Pologne. Et je crois savoir que le documentariste qui a fait ça est quelqu'un qui a travaillé avec justement une école de documentaire qui existe à Varsovie, qui travaille, dans lequel vous avez des gens comme Marcel Wojcinski, pour ceux qui connaissent, ou d'autres, Andrzej Wajda est dedans aussi, mais pas du côté du documentaire, et qui ont beaucoup travaillé sur cette façon de faire. Et qui aujourd'hui ont créé un style
Et il y a beaucoup de films documentaires de très grande qualité qu'on regarde aujourd'hui, pas d'ailleurs que des films polonais, mais par exemple vous avez un film tchèque auquel je pense, qui était un des premiers films de la nouvelle vague tchèque, j'ai oublié le nom du documentaire de l'auteur, mais je me rappelle du titre, s'appelle Le Cri. Et ce film, c'est quoi le cri? C'est le cri de l'enfant lorsqu'il naît. Et ça se passe dans les années 60. C'est un jeune couple à Prague qui vient de se marier, et la jeune femme est enceinte. Lui, il est réparateur de télévision, et elle est ouvrière, et donc elle va être... le film, c'est les derniers moments, c'est-à-dire c'est l'accouchement. Donc elle doit aller à l'hôpital, elle doit accoucher. Et lui, il continue à travailler, à réparer des télévisions. Et ce film est d'un humour absolument incroyable, c'est un tableau de la vie quotidienne dans la Tchécoslovaquie des années 60, qui est, avant le printemps de Prague, qui était absolument redoutable, extraordinairement critique, et que je vous conseille si vous de le voir un jour, où il y a des tas de trucs sur le machine à laver qui ne marche pas, sur comment ça se passe à l'hôpital, etc. Enfin, c'est très étonnant. Ils ont fait beaucoup ça dans le film, ça c'est le début de la nouvelle vague, mais ils l'ont fait beaucoup aussi dans le documentaire, justement, par exemple, le sujet imposé, je vais voir, c'est l'autogestion dans les entreprises, et vous avez un documentariste polonais qui a été interroger les gens sur cette question, et qui montre évidemment que tout ça c'est manipulé, que ça n'existe pas, qu'il y a des tas de gens qui s'en mettent dans la poche, etc. C'est un film absolument aussi assez redoutable, qui a été interdit, lui. Mais le premier n'a pas été interdit, il a même été primé au Festival de Karlovy Vary, je pense. Les avantages collatéraux de la censure, finalement. Il fallait être drôlement futé pour faire du double langage comme ça. Oui, enfin, dans tous les pays, vous avez ça. On joue toujours avec... Il y a même des gens qui considèrent que pour faire de l'art, il faut être réprimé. Mais j'exagère. Mais c'est vrai qu'il y a... Ça développe des... Regardez, par exemple, le cinéma iranien aujourd'hui, beaucoup d'autres cinémas qu'on connaît, et qui sont des cinémas qui subissent une certaine limite, répression, et qui donc essaient de contourner ça. Mais bon, il n'y a pas que ça. Mais je pense que, effectivement, en Europe centrale, il y a eu une nouvelle vague qui est assez connue des cinéphiles, qui est aujourd'hui un peu oubliée, qui a été très très forte dans les années 60 et 70, et qui a touché la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie. Et même il y a quelques films roumains et bien sûr la Réunion soviétique. Vous avez aussi quelques cinéastes très importants, je ne parle pas de Tarkovsky et d'autres, mais qui sont des cinéastes qui sont nés dans le système. C'est pour ça qu'il faut pas, j'en profite pour dire une chose que souvent on oublie, c'est qu'il ne faut pas voir cette époque comme une époque où tous les artistes étaient avec un couteau dans le dos et un flingue sur la tempe s'ils disaient quelque chose de travers. Il y avait tout un espace qui était utilisé par les artistes dans tous les domaines, et il suffit de regarder même les arts plastiques, par exemple en Tchécoslovaquie, il y a une école d'art plastique qui était extraordinairement vivante, et il y a beaucoup d'artistes qui ont réussi à vivre dans ce contexte et à donner une expression très vivante, très intéressante, très profonde de ce qui était vécu. Et je crois que ça vaut le coup aujourd'hui de voir ces films-là, de voir ces artistes, de lire ces romans, de regarder ce théâtre. Enfin, dans tous les domaines, il y a eu des choses très intéressantes qui sont faites et qui sont aujourd'hui très plus que des révélateurs, qui sont des sommets de l'art en question. Enfin, ce ne sont pas que des témoignages, ce sont des grandes œuvres d'art. Oui. Par rapport aux animaux, il y a un livre de Olga Tokarczuk, polonaise, qui s'appelle Sur les ossements des morts. Tokarczuk, oui. Qui est aussi une vision en travers qui parle de genre d'animaux par rapport aux hommes. Ça me fait penser un petit peu à cette histoire de... Oui, c'est surtout sur les... Enfin, je ne l'ai pas lu, mais Olga Tokarczuk, il est publié en français chez Noir sur Blanc. C'est un de ses derniers livres. Ça m'a l'air un peu en rapport avec ce qu'on peut voir de cette vision un peu décalée où on se passe au niveau des lapins, enfin là c'est au niveau de... Oui, mais enfin, oui. Est-ce que c'est aussi une école polonaise, le rapport aux animaux? Oui, Non, j'ai pas entendu, j'avoue que c'est le premier film animalier que je vois polonais, enfin, j'en ai vu d'autres, mais il y a des vrais films animaliers, mais je crois que... Non, là je crois que ce qui est polonais, si vous voulez, ou qui est même centre-européen,
c'est l'humour. L'humour qu'il y a dedans qui est extraordinaire, parce que par exemple la manière dont il détourne le pauvre type, là, enfin le gars qui est un éleveur, qui est un biologiste qui s'occupe de lapins, le brave homme, bon, mais son discours prend un sens complètement délirant avec les images qui est autour, parce qu'il raconte des choses incroyables. Et donc je pense que c'est du détournement drôle d'un discours scientifique. Donc moi je vous propose plutôt d'essayer d'aller manger un peu de la charcuterie polonaise, c'est bien. Exactement. On va faire tomber le mur et puis merci d'être venu.